Pendant de nombreuses années, les investisseurs pensaient que les plus grands risques pour l'économie mondiale venaient du marché boursier. Mais aujourd'hui, le vrai danger pourrait bien se cacher du côté du marché obligataire. Et historiquement, c'est souvent là que commencent les crises financières. En ce moment, les rendements des obligations d'État grimpent partout dans le monde. Les États-Unis, l'Europe et le Japon connaissent tous une volatilité inhabituelle, et cela au même moment. Ces mouvements peuvent sembler très techniques, mais leurs conséquences sont énormes. Sur les prêts immobiliers, les crédits aux entreprises, la valorisation des actions, les finances publiques et, au bout du compte, sur l'économie mondiale. Pour comprendre pourquoi c'est si important, il faut bien se rappeler ce que représentent les obligations d'État. Pendant de très nombreuses années, les bons du Trésor américain, les bonds allemands et les obligations d'État japonaises ont été considérés comme parmi les actifs les plus sûrs au monde. Chaque fois que les investisseurs s'inquiétaient pour l'économie ou pour les marchés financiers, ils se tournaient généralement vers les obligations d'État. Quand la demande augmentait, les prix des obligations montaient, les rendements baissaient et les gouvernements pouvaient emprunter à moindre coût. Aujourd'hui, cette relation est mise à l'épreuve. Au cours de la dernière semaine, les rendements des bons du Trésor ont fortement grimpé, les investisseurs réévaluant les risques d'inflation après la reprise du conflit au Moyen-Orient, alors que les États-Unis ne respectent pas le protocole d'accord conclu avec l'Iran. La hausse des prix du pétrole a ravivé les craintes que l'inflation ne reste élevée bien plus longtemps que ce que les banques centrales avaient prévu. Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans est passé au-dessus de 4,6% cette semaine, tandis que les rendements à court terme ont atteint leur plus haut niveau depuis plus d'un an. À première vue, des rendements obligataires plus élevés peuvent sembler une bonne nouvelle pour les épargnants puisqu'ils obtiennent de meilleurs retours sur leurs placements à revenus fixes. Mais les conséquences plus larges sont bien plus importantes. Et elles ne sont pas bonnes. Les gouvernements du monde entier portent des niveaux d'endettement records et la hausse des taux d'intérêt augmente considérablement le coût du service de cette dette. J'ai d'ailleurs récemment mis en ligne une conversation passionnante avec l'économiste Michael Hudson qui nous a expliqué les dangers liés à l'augmentation de la dette à l'échelle mondiale. Je mettrai le lien de cette vidéo dans la description juste en dessous. Le professeur Hudson a vraiment fait un travail remarquable pour décortiquer les détails et nous aider à comprendre ce qui se cache derrière la hausse de la dette et comment cela nous touche tous, sans exception. Regardez absolument cette vidéo ensuite si ce n'est pas déjà fait. Les États-Unis, à eux seuls, ont maintenant plus de 36 000 milliards de dollars de dette fédérale. Chaque point de pourcentage d'augmentation du coût de l'emprunt se traduit à long terme par des centaines de milliards de dollars supplémentaires en intérêts. Ces coûts plus élevés finissent par entrer en concurrence avec les dépenses publiques, qu'il s'agisse d'infrastructures, de dépenses militaires ou bien sûr de programmes sociaux. Et d'ailleurs, les gouvernements ne sont pas les seuls concernés. Pratiquement tous les grands taux d'intérêt de l'économie sont liés, directement ou indirectement, au rendement des obligations du Trésor. Les taux des prêts immobiliers, des crédits auto, des cartes de crédit, le coût de l'endettement des entreprises, le financement de l'immobilier commercial et même la valorisation des actions, tout dépend de l'évolution des rendements des obligations d'État. Quand ces rendements montent, emprunter devient plus cher dans l'ensemble de l'économie. C'est exactement pour cette raison que les investisseurs obligataires sont de plus en plus nerveux. Le Wall Street Journal a récemment mis en avant ce que de nombreux analystes alertent depuis des mois. Les gouvernements du monde entier continuent d'émettre d'énormes volumes de nouvelles dettes au moment même où l'inflation reste obstinément au-dessus des objectifs des banques centrales. Et cette combinaison
naturellement, pousse les taux d'intérêt à long terme à la hausse, parce que les investisseurs exigent une meilleure compensation. Ils exigent un rendement plus élevé lorsqu'ils prêtent de l'argent sur de plus longues périodes. Mais un autre phénomène pourrait s'avérer encore plus important et plus dangereux, et il concerne le Japon. Ces dernières semaines, j'ai mis en ligne plusieurs vidéos sur le Japon où j'explique en détail le fonctionnement du marché obligataire japonais, l'économie du pays, son marché boursier et le mouvement de rapatriement des capitaux depuis les économies occidentales. Je vous invite vraiment à aller les voir car je ne vais pas tout répéter ici. Mais je dirais simplement que bien sûr, le Japon a été pendant des décennies l'un des plus grands exportateurs de capitaux au monde. Comme les taux d'intérêt domestiques sont restés proches de zéro pendant de très nombreuses années, les fonds de pension, les compagnies d'assurance et les banques japonaises ont investi des milliers de milliards de dollars à l'étranger pour obtenir de meilleurs rendements. Ils sont devenus parmi les plus gros acheteurs de bons du Trésor américain et d'autres obligations d'État étrangères. Mais cette tendance semble aujourd'hui évoluer, et avec elle, c'est tout le cadre sur lequel repose la finance mondiale qui pourrait être remis en question. D'après le Wall Street Journal, les obligations d'État japonaises ont récemment progressé, après des spéculations selon lesquelles le fonds d'investissement des retraites du gouvernement japonais, le plus grand fonds de pension au monde, qui gère environ 1 800 milliards de dollars d'actifs, pourrait peu à peu augmenter la part de ses placements dans les titres japonais plutôt que dans les investissements à l'étranger, y compris les bons du Trésor américain. En apparence, c'est une bonne nouvelle pour le Japon. Davantage d'investissements domestiques soutiennent le marché obligataire national et le système financier du pays. Mais si on prend un peu de recul, si on regarde ça depuis les États-Unis, ça soulève une question très inconfortable et même assez inquiétante. La question, c'est que se passe-t-il si les investisseurs japonais commencent à rapatrier leur argent? On appelle ça le rapatriement des capitaux. Depuis des décennies, les institutions japonaises comptent parmi les plus gros acheteurs étrangers de bons du Trésor américain, d'obligations d'État européennes aussi, et d'autres actifs internationaux. Si même une petite partie de ces investissements est redirigée vers les obligations japonaises, la demande mondiale pour la dette publique étrangère pourrait chuter de façon importante. Et ce ne serait pas un petit choc, ce serait un gros choc, du genre que les économies occidentales ne pourraient tout simplement pas encaisser. Moins de demande, ça veut dire que les gouvernements devront offrir des rendements plus élevés pour attirer de nouveaux acheteurs. Et c'est là que le risque apparaît. Ça crée un cercle vicieux très dangereux, comme vous pouvez l'imaginer. Des rendements plus élevés augmentent le coût de l'endettement public. En retour, des paiements d'intérêts plus importants creusent les déficits. Des déficits plus élevés obligent les gouvernements à émettre encore plus de dettes. Et plus ils empruntent, plus la pression monte sur les rendements obligataires. À un moment, les investisseurs commencent à se demander si les gouvernements pourront vraiment continuer à se financer à des taux d'intérêt aussi élevés. C'est bien un effet de boucle, mais une boucle très mauvaise nouvelle. C'est exactement le genre de cycle que redoutent les investisseurs obligataires et que nous devrions redouter aussi en tant que consommateurs. Parce que si cela se produit vraiment, nos taux de crédit immobilier et nos taux de carte de crédit vont grimper en flèche. En même temps, les tensions géopolitiques ajoutent une nouvelle couche d'incertitude. Et bien sûr, c'est l'éléphant au milieu de la pièce, celui que je préférerais ne pas ignorer. Les prix du pétrole ont fortement augmenté après une nouvelle escalade militaire au Moyen-Orient, alors que l'administration Trump a complètement abandonné toute tentative de diplomatie de bonne foi. Ces escalades ravivent donc la crainte d'une nouvelle accélération de l'inflation,
alimenté par la hausse des coûts de l'énergie après plusieurs mois d'amélioration progressive. Les investisseurs, qui s'attendaient encore récemment à des baisses marquées des taux d'intérêt de la part des banques centrales, se demandent maintenant si les responsables monétaires ne seront pas, au contraire, contraints de maintenir les taux élevés beaucoup plus longtemps, voire même de les relever. Et ça, c'est une très mauvaise nouvelle pour les marchés financiers. Une grande partie du marché boursier actuel, en particulier les grandes entreprises technologiques, repose sur l'idée que les taux d'intérêt allaient finir par baisser nettement. Si les rendements obligataires continuent de grimper, comme c'est le cas en ce moment, les actions de croissance très chères, l'immobilier commercial, les fonds de capital investissement et les entreprises très endettées pourraient tous se retrouver sous une pression énorme. On a déjà vu, c'est sûr. En 2022, les actions et les obligations ont chuté en même temps. La stratégie classique de diversification entre actions et obligations ne fonctionnait tout simplement plus. Aujourd'hui, beaucoup d'analystes se demandent si l'économie mondiale n'entre pas à nouveau dans un environnement similaire. La différence, c'est que les niveaux d'endettement sont aujourd'hui bien plus élevés qu'il y a seulement quelques années. Notre gouvernement doit bien emprunter pour bombarder d'autres États, non? Donc, les gouvernements, les entreprises et les consommateurs ont tous accumulé beaucoup plus de dettes. Résultat, chaque hausse du coût de l'emprunt a désormais un impact bien plus fort sur la croissance économique qu'avant. Le marché obligataire, lui, bouge souvent très discrètement. Cela ne fait pas souvent la une des journaux comme les crashs boursiers, mais historiquement, les marchés obligataires ont souvent repéré les problèmes financiers avant tout le monde. La crise financière de 2008, par exemple, n'a pas commencé avec l'effondrement des cours boursiers. Je suis sûre que beaucoup d'entre vous s'en souviennent. Elle a commencé par des tensions sur les marchés du crédit, quand les investisseurs ont peu à peu perdu confiance dans la qualité des titres de dette. Eh bien, aujourd'hui, les investisseurs surveillent à nouveau de très très près les conditions de crédit partout dans le monde. Pour être clair, la hausse des rendements obligataires ne veut pas dire automatiquement qu'une nouvelle crise financière va éclater demain. Les marchés obligataires connaissent souvent des périodes de volatilité sans pour autant provoquer de récession ni d'événements financiers systémiques. Cependant, la combinaison d'une inflation persistante, d'une dette publique en expansion, d'une instabilité géopolitique qui est devenue la norme aujourd'hui et de flux de capitaux mondiaux en pleine mutation a créé l'un des environnements les plus fragiles que les marchés aient connus depuis de très nombreuses années. La grande question, à mon avis, ce n'est pas de savoir si les rendements obligataires vont encore augmenter de 20 ou 30 points de base. Je ne pense pas que ça change grand-chose. La vraie question, c'est de savoir si les gouvernements peuvent continuer à financer des niveaux d'endettement records, avec des taux d'intérêt de plus en plus élevés, sans finir par provoquer des ajustements économiques douloureux. Et bien sûr, comme je l'ai expliqué plus tôt dans cette vidéo, nous en dépendons tous. Nos prêts immobiliers, nos cartes de crédit, tous nos emprunts dépendent, directement ou indirectement, bons du Trésor américain. Et c'est justement ce que les marchés financiers et les consommateurs commencent à remarquer. C'est aussi ce que les marchés financiers commencent à intégrer dans leurs prix aujourd'hui. Et si les investisseurs obligataires ont raison, la prochaine crise financière mondiale ne commencera peut-être pas à Wall Street, mais sur le marché des obligations d'État. Si cette analyse rapide vous a plu, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne, de me suivre sur Substack et sur Patreon, ainsi que sur les autres réseaux sociaux pour rester en contact. Et dites-moi en commentaire, pensez-vous que le marché obligataire nous alerte sur une nouvelle crise financière mondiale
ou s'agit-il simplement d'une réaction temporaire aux événements géopolitiques? J'ai hâte de lire vos avis dans les commentaires. Comme toujours, c'est un plaisir d'échanger avec vous. Passez une excellente journée et on se retrouve ici demain. Prenez soin de vous. And I look forward to seeing you here tomorrow. Take care.